L'Église est contre l'avortement, mais tant que le pape n'accouchera pas, dire que nous ne sommes pas libres de notre corps, ça les regarde pas. À ce moment-là, il y avait ce meeting avec tous les bonnes sœurs, les bazars et tout ça. Françoise avait dit à ses copines, il ne faut pas prendre des bâtons parce que là, ça tombe sous le coup de la loi, ce sont des armes. Il faut prendre des saucissons secs parce que ça fait aussi mal. Et donc, on était tout arrivés avec un saucisson. C'était tellement drôle que même les gens qui étaient opposés à ça ont commencé à rigoler parce que c'était voir toutes ces bonnes femmes avec des saucissons et elles criaient « Laissez-les avorter, laissez-les avorter !» Elles tapaient sur les flics avec des saucissons. Ça, c'était vraiment... Une femme normale, une femme hétérosexuelle ne trouve pas qu'on l'écrase. Au contraire, elle trouve qu'on lui fait un joli cadeau. C'était Ménie Grégoire, donc, qui faisait une émission publique. Nous venons d'avoir une discussion passionnée et passionnante sur l'homosexualité, ce douloureux problème. Elle faisait une émission qui avait énormément de succès en France, où on lui téléphonait. Tout le monde disait « Oh là, j'ai un problème, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et là, elle a décidé courageusement d'affronter l'homosexualité. C'était tellement tabou qu'il n'y avait jamais eu d'émission là-dessus. Alors, il y avait un psychiatre. On invitait toujours des psychiatres pour parler de l'homosexualité. Il apparaît très facile et très rapide d'enrayer une homosexualité commençante, c'est-à-dire rendre l'individu normal. Il y avait Baudry, je crois, et puis Pierre-Anne, parce que Pierre-Anne avait écrit des bouquins. Pierre-Anne avait fait rentrer les filles du MLF, on disait à cette époque-là, dans la salle. À Pleyel, aujourd'hui, Madame Ménie Grégoire avait organisé un débat sur un sujet difficile, l'homosexualité. Mais au bout de quelques minutes, un certain nombre d'homosexuels présents dans la salle n'ont pas accepté le dialogue. Il s'en est suivi un court pugilat, Ménie Grégoire. Pour le public et pour les parents et pour les gens qui veulent réfléchir, qui veulent comprendre, un thème d'époque, enfin. Eh bien, ça s'est terminé par une émeute. Une véritable émeute. La salle, une partie de la salle l'a grimpé sur la tribune, empoignait les micros, renversait les tables, essayait de taper, d'ailleurs sans violence véritable, sur nous. Et je me demande ce que ça veut dire. Et moi, je crois que ça témoigne d'abord de l'énorme angoisse de tous ces gens qui sont homosexuels, hommes ou femmes, et de leur difficulté de s'assumer. Ceux qui sont montés avaient l'air de violents, avaient l'air de gens... Car ils ne voulaient pas que l'on parle de leur cas. Ils voulaient qu'on parle de leur cas, ils voulaient en parler tout seuls. Ils voulaient profiter de l'émission pour faire de la propagande et, au fond, prêcher. Du prosélytisme. Ça m'était difficile, oui. Ça m'était difficile de l'accepter. Finalement, je crois que c'est pas un échec, parce que c'est une démonstration que le sujet est important et qu'il draine une angoisse terrible. Alors, je le reprendrai, bien sûr. Et on peut peut-être réentendre un peu de l'ambiance qui a terminé votre émission de cet après-midi. Comme prêtre, je rejoins tout ce qui a été dit quand on a parlé de la souffrance de certaines situations. À cette souffrance-là, on ne peut pas être insensible. Ne parlez plus de votre souffrance. Oui, écoutez, alors là, je dis qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque la foule a envahi la tribune et que des homosexuels... Des homosexuels de tout ordre, hommes et femmes. La liberté. On est sortis donc de la Saplielle, et puis les filles se sont accrochées les unes aux autres, et puis elles ont fait un chant, une danse. C'était un petit peu une catharsis, quoi. Quelque part, le douloureux problème venait de se venger, quoi. C'était la prise de parole par les femmes elles-mêmes. On n'allait plus se pencher sur ce douloureux problème, ni faire appel à des spécialistes. C'était magnifique. Baudry a dit non, c'est plus possible, vraiment, ça fait trop de scandales quand elles sont là, et les messieurs n'en veulent pas, vous comprenez, et Françoise me dit, il faut qu'on trouve une solution. Le phare, c'est la rupture avec Arcadie, c'est la rupture avec Pour vivre caché. Il fallait autre chose. Et cette autre chose, ça a été le phare. Front homosexuel d'action révolutionnaire. Bon, qui veut dire un phare aussi, donc qui éclaire la mer et qui éclaire la nuit. Nous voulions faire quelque chose d'assez différent de ce qui existait des mouvements homosexuels. Jusqu'ici, il n'y avait eu que la constitution d'un certain nombre de ghettos.
cet esprit extraordinaire de dire on va faire un front sur quelque chose et on n'a pas nécessairement besoin d'être homosexuel pour y être, parce que de toute façon l'homosexualité est à tous. On pourrait dire que le terrain de l'homosexualité est un terrain explosif. J'ai envie de vous retourner la question, comment ne pas s'intéresser au phare qui à l'époque réunissait des gens dans le même amphi que le mouvement de libération des femmes, dans le même endroit au bazar. Il était très sûr de lui, avec cette tension qui peut-être révélait une inquiétude. Le moment où il faisait irruption dans une réunion ou une autre était toujours un moment important. Je pense qu'on ne va pas se contenter de dire que c'est la bourgeoisie qui réprime les homosexuels. Je pense que c'est des tas de trucs qui remontent à la religion, au christianisme et tout ça. C'est bien plus ancien et que, effectivement, c'est la bourgeoisie qui le porte actuellement, c'est elle qu'on va démolir, mais que c'est vraiment tout ce qu'elle trimballe avec elle qu'on va démolir. C'est vraiment tout le passé, hein, et qu'il y en a lourd. Des gens d'une lucidité, d'une justesse d'analyse exceptionnelle. Donc bon, moi je l'ai filmé, vous savez, je pointais à l'époque, je pouvais filmer et fumer en même temps. Voilà. Et je pouvais faire des plans séquences de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, sans bouger. Enfin, en bougeant, hein, parce que quand je vois certains de ces trucs, je me dis que j'étais gonflée. Mais c'est ce qu'on appelait du cinéma direct, ou je sais pas quoi. Bon. La famille, la production des enfants à la chaîne, etc., etc. C'est tout un processus. Et être homosexuel, c'est forcément révolutionnaire. Bon, c'était parfait. C'était une sorte de criaillerie, mais dans un désordre absolu. Quand on fait une chose pour la première fois, ça tiraille dans tous les sens. Il y avait toujours quelqu'un de plus sarcastique que celui qui venait de parler. Et très souvent au nom de ce point de vue féminin qui est celui des travestis. Ces discours tout à fait étranges de gens qui veulent absolument que l'homosexualité soit révolutionnaire, qu'elle soit prolétarienne, parce que le reproche que les marxistes faisaient aux homosexuels, c'était d'être bourgeois, et que les prolétaires avaient une sexualité naturelle qui était nécessairement la sexualité hétérosexuelle. Il y a eu un retournement où il y en a qui, lorsqu'ils parlent de l'hétérosexualité, parlent d'un érotisme bourgeois. Exactement, ouais. Tu assimiles, tu donnes un rôle aux femmes et un rôle aux hommes. Alors, je pose une question. C'est clair pourtant. C'est clair, oui. Briser les rôles sexuels, c'est révolutionnaire. Être un mâle, avoir une queue et se conduire comme une femme inférieure. Et considérer, bien entendu, que ce n'est en rien inférieur. Au contraire, que c'est supérieur à être un hétéroflic père de famille. Maman, il parle des hétéroflics et des flics. C'est incroyable. Je trouve ça tellement... En même temps, c'est tellement drôle et c'est tellement juste. Mais plus personne aujourd'hui n'oserait utiliser ce vocabulaire. Je veux dire, c'est impensable. Une parole incroyable, d'une liberté totale, dont j'avais jamais pressenti la réalité. Tout le côté de ces espèces de blabla infini des amphithéâtres, à un certain moment, il pouvait arriver d'une manière très sèche, y mettre fin. De ce point de vue-là, il pouvait être impérieux, impérial, mais il n'assurait pas un pouvoir en même temps. Il n'était pas un empereur de ces petits mondes. Si un homosexuel homme éprouve le désir d'être baisé par un autre homosexuel homme, ça ne veut pas dire du tout qu'il se considère pour ça comme inférieur. C'est vraiment coller le langage social sur le désir, considérer que le désir, ça s'exprime toujours sous les formes des rapports de force qu'a institué la bourgeoisie et tout ça. Parce que c'est vrai que c'est des tranches de vie, de courage, de justesse, d'intelligence, de gens qu'on n'entendait nulle part. On ne les entendait pas. C'était une parole qui était bannie, qui était bafouée, qui était emprisonnée. C'est pas du tout la même chose. Les rôles sexuels, si tu veux, tels que tu peux les vivre quand tu couches ou quand tu aimes quelqu'un ou quand tu aimes plusieurs personnes, et les rôles sociaux qu'on a imposés à la sexualité. De cette irruption d'un mouvement portant sur le désir, sur des choses qui paraissent subjectives en quelque sorte et dépendent de la simple appréciation de la personne et qui tout à coup prennent une dimension qui est une dimension révolutionnaire. On trouvait beaucoup de conjugalité, mais Guillaume Kingham en particulier, mais bon, le groupe qui gravitait autour, était dans une autre économie libidinale, beaucoup plus polymorphe et transsexuelle d'ailleurs.
j'ai vraiment compris que c'était eux qui dérangeaient les gens, que c'était eux qui représentaient les gens les plus subversifs par rapport à la morale hétérophilique, tu comprends ? Ça, moi, et alors avant, parce que dans le mouvement des homosexuels, il y a toujours ceux qui disent « Ah, mais il faut pas qu'on s'associe aux folles, parce qu'ils vont nous porter tort, c'est pas la peine, tu vois, non ?» À tout, c'était le journal de VLR, tout simplement. Qu'est-ce que nous voulons ? Tout. Tout de suite, tout à la fois. Quand le numéro 12 de Tout est sorti, donc le 23 avril 71, donc vous voyez, il s'est passé beaucoup de choses en très peu de temps. C'était un canard dans l'esthétique de l'époque, un fluo, du violet, du rose, enfin on sortait complètement des trucs militants, tout gris, tout triste. Il y a une bonne partie des copains de VLR qui ont dit qu'ils ne diffuseraient pas ce numéro de toute façon, que pour eux c'était quelque chose de foncièrement faux que d'avoir parlé de l'homosexualité dans ces termes, que de toute façon c'était incompréhensible par les gens, etc. Tout en sortant de grandes écoles ou d'universités, d'avoir envie de tisser des relations d'ordre affectif, sexuel ou intellectuel avec des gens venus de pays d'Afrique, les immigrants de l'époque. Nous ne sommes pas un groupe, mais un mouvement. Le phare n'est à personne. Il n'est que l'homosexualité en marche. Tous les homosexuels conscients sont le phare. Toute discussion à 2, à 3 est le phare. Les jalousies, la drague, le maquillage, c'est le phare. J'ai eu des expériences dans ma plus petite jeunesse, disons, de rapports homosexuels, et que ces rapports, je les ai complètement frustrés au moment où j'ai commencé à connaître des femmes. Bon, ensuite, pendant, disons, 10 ans de ma vie, j'ai continué à coucher d'une manière tout ce qu'il y a de plus bourgeoise et tout ce qu'il y a de plus réactionnaire avec des femmes. Et crois-moi, la manif du 1er mai, ça faisait 1 an et demi que j'allais pas à une manifestation. Ben, s'il n'y avait pas le phare, j'aurais pas su où me mettre. Il y a un événement exceptionnel et révolutionnaire. Le 1er mai, le phare va défiler, et c'est officialisé et accepté dans le défilé du 1er mai, pour la première fois dans l'histoire de cette longue tradition du 1er mai français. Quand vous avez le 1er mai 71, le mouvement de libération des femmes, donc déjà, alors ils n'avaient jamais vu ça, hein, et que derrière le Front homosexuel d'action révolutionnaire, on débarquait au 1er mai comme ça, avec une immense banderole, prolétaires de tous les pays, caressez-vous. Des gens travestis avec des banderoles, même le cul est politique, entre le Parti socialiste et le Parti communiste qui râlait. Le 1er mai suivant, en 72, alors Philippe Genet est arrivé avec un surplis de curé, il était nu dessous, et alors c'est là que Françoise a chanté l'Internationale des Gouines et des Pédales. Faut dire qu'on s'est beaucoup marré. Nous sommes hétérosocial. Nous sommes hétérosocial. Nous sommes hétérosocial. Et Françoise venait vendre ses journaux du phare devant Arcadie. Demandez le phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire qui vous libérera de toutes vos contraintes et tout, et le chevauderie. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Elle lui disait, oh que si, Mein Führer. Bien sûr que non, ils ne partaient pas d'Arcadie pour aller au phare. Parce qu'Arcadie, ils avaient un local où ils pouvaient danser, avoir leur bar. Au phare, il n'y avait rien du tout. L'affirmation publique de l'homosexualité, en tant qu'on la revendique pour tout le monde, pas simplement pour une élite artistique, en tant qu'on la cache pas derrière la forme poétique, derrière la forme littéraire, etc. Quand mon frère a publié cette lettre au Nouvel Observateur où il assume et déclare dans la ville son homosexualité tout en étant militant, il a reçu un accueil peut-être plus compréhensif et normal de la part de mes parents que de la part des militants. Il a fait une espèce de... c'est peut-être que le premier coming out, manifeste individuel, disant je suis homosexuel et fier de l'être.